Salut à tous, bienvenue sur mon nouveau vlog, le deuxième du coup. Ah non, excusez-moi, le premier, parce que c'est vrai qu'on est en 2026, donc celui d'avant était fin 2025. Bon, j'espère qu'en tout cas vous avez pu bien profiter de cette fin d'année 2025 pour bien se reposer, bien profiter avec la famille, les amis, et surtout je vous souhaite vraiment les meilleurs vœux pour ce début d'année 2026. Beaucoup de santé, hyper important, et beaucoup d'échecs. Pourquoi je vous souhaite ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui je pense que la santé, et je pense que je suis pas le seul, on s'en rend compte de plus en plus aujourd'hui que la santé, c'est vraiment hyper important, ne serait-ce qu'avoir des problèmes de santé, cancer, etc. Ou même très bien par rapport à la situation géographique, les guerres, l'Ukraine avec la Russie, l'actualité sur la Suisse avec le bar, espèce de boîte de nuit en dessous, où ça a pris feu. Enfin, en fait, on n'est jamais à l'abri par rapport à la santé, et en fait, sans santé, on ne peut rien faire. Donc c'est hyper important. Donc je souhaite vraiment à tout le monde d'avoir une bonne santé, de prendre soin de soi et vraiment manger la vie à fond, mais en ayant une bonne santé et faire attention à ça. Ensuite, deuxièmement, pourquoi j'ai dit d'avoir beaucoup d'échecs? C'est très simple aujourd'hui. C'est vrai que quand on démarre, ne serait-ce que dans un univers, dans un projet, etc., on est obligé de faire des échecs. Parce que quand on démarre dans la vie active, ça peut être très bien de passer du lycée à entrepreneur ou de lycée à ouvrier ou un autre exemple. En fait, on apprend, on ne vient pas sur le terrain en mode bon, je sais déjà faire du marketing, je sais déjà gérer les ouvriers, etc. Non, c'est faux. Quand tu arrives dans la vie active, le but c'est que tu fasses le maximum d'erreurs, alors en fonction de ton âge, etc. Mais tu peux être très bien avoir 18 ans, avoir 28 ans, etc. Le but, c'est dès que tu arrives à la vie active, c'est que tu fasses le maximum d'échecs pour ensuite pouvoir arriver à un stade où d'ici quelques mois ou quelques années, tu arrives sur des réussites tout simplement, puisque le but des échecs, c'est pas que ça continue sur des échecs, le but c'est que quand tu fais plein d'échecs, que tu te rapproches de la réussite, parce que du coup, tu vas limiter ce qui n'a pas marché. Et du coup, tu vas changer aussi bien la stratégie, ton comportement, mindset. Enfin voilà. Donc franchement, pour cette année 2026, beaucoup de santé et beaucoup d'échecs pour pouvoir réussir après dans les années à venir ou dans les mois à venir, tout simplement. Aujourd'hui, du coup, le vlog va se concentrer sur trois étapes importantes, trois sujets importants. Donc tout simplement mon parcours. Aujourd'hui, personne ne connaît mon parcours de ouvrier tout simplement à start-upper. Ensuite, on va parler un peu le bilan honnête 2025 sur les échecs, les réussites et sans bullshit parce que moi j'ai rien à cacher. Moi je fais du YouTube pour tout simplement dépasser ma peur aussi, de me prendre en vidéo, etc. Donc le but aussi c'est de partager pour vraiment aussi de se rendre compte entre guillemets les échecs et les réussites et pas comme certains youtubeurs qui montrent moins, etc. Et ensuite, du coup, le dernier sujet portera sur la vision, les objectifs de 2026, comment je vois l'année 2026 pour moi personnellement et professionnellement, tout simplement. Let's go. Donc c'est parti pour la première partie. Mon parcours, c'est très simple. Donc moi, j'ai commencé à travailler chez les Compagnons du Devoir, donc à l'âge de 15 ans. Donc pour ceux qui ne savent pas, les Compagnons du Devoir, c'est une association, une école, l'apprentissage pour justement découvrir un métier. Donc il y a des métiers comme pâtissier, boulanger, électricien, métallier, etc. Et le but simplement, c'est une formation qui permet de partir sur une branche d'apprentissage et puis ensuite d'évoluer dans le monde du boulot tout simplement. Et donc moi j'ai découvert les Compagnons du Devoir par hasard sur internet, donc j'avais à la sortie de la troisième, en tout cas pour mon cas. Donc moi j'ai pas fait de lycée, j'ai fait troisième et directement le monde du boulot. Pourquoi je suis parti dans le monde du boulot à 15-16 ans après la troisième? Parce que j'étais quelqu'un qui était pas très étude, on va dire. J'étais assez agité en classe, etc. Enfin je suis quelqu'un qui aime bien rentrer dans la vie active, hein, je veux faire des études, etc. Assis sur une chaise, j'arrive pas à tenir, donc c'était pas pour moi. Donc j'ai pu découvrir un peu les Compagnons du Devoir, et en fait j'avais déjà l'idée de ce que je voulais faire, parce que j'avais découvert, j'avais fait un stage et ça m'avait plu tout simplement sur le côté métallier, donc tout ce qui est métal,
inox, etc. Donc faire des escaliers, faire des rambardes, en fait tout ce qui touche au métal tout simplement. Donc j'ai fait 2 ans de CAP chez les Compagnons du Devoir. C'était un rythme très discipliné et même très intéressant en termes d'expérience. Franchement, je recommande beaucoup. On apprend beaucoup, surtout à l'âge de 16 ans quand on quitte le nid de famille, si je peux dire ça comme ça. C'est pas évident à 15-16 ans de partir loin de chez soi. Et puis d'y rester en interne, etc. C'est quelque chose qui n'est pas facile quand tu rentres pas tous les soirs, etc. Et que tu as 15-16 ans. Donc je suis resté 2 ans en CAP. Ensuite, pour ceux qui savent, en fait, les Compagnons du Devoir, on a le droit, ou on peut en tout cas partir sur le Tour de France. C'est-à-dire en fait qu'on fait un CAP, on apprend le métier. Et ensuite, donc dès qu'on a fait le CAP, on demande, entre guillemets, une autorisation. On fait une demande auprès des compagnons pour tout simplement savoir si on peut partir sur le Tour de France. C'est quoi le Tour de France? C'est voyager dans différentes villes en France pour tout simplement acquérir des connaissances dans ton métier en découvrant de nouveaux lieux et de nouvelles entreprises auxquelles sont complètement différentes si tu parles, je sais pas, d'entreprises de Rennes à Paris ou de Paris à Cannes. Voilà, c'est des exemples. Chaque entreprise a travaille différemment et travaille aussi sur différentes voies par rapport aux autres. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, il y avait une entreprise quand j'ai démarré qui travaillait pour des industriels et d'autres entreprises qui travaillaient pour des particuliers. Donc ça n'a rien à voir. Donc tout ça pour montrer comme quoi l'expérience est hyper importante. Donc moi j'ai fait 2 ans de CAP directement. J'ai pu partir sur le Tour de France. Donc j'ai fait Toulon. En fait, on reste toujours 1 an dans chaque ville. Le but, c'est de rester 1 an. Et du coup, c'est pareil, très bonne expérience Toulon. J'ai pu découvrir un environnement déjà. Alors, je dis Toulon, c'est entre Toulon et puis Marseille, mais très bonne expérience. Et puis, lieu dans le sud, etc. C'est vraiment une bonne expérience parce que moi, je viens du nord. Donc, j'ai fait Toulon. J'ai fait Nancy ensuite en 2e étape. Donc là j'avais 18 ou 19 ans je crois quand j'ai fait ma 2e ville à Nancy, excusez-moi. Nancy c'est pareil, très belle expérience, mais c'était dur parce que quand on passe de Toulon à Nancy, donc Toulon qui faisait super beau temps, chaud, quand tu passes à Nancy, et en fait pour ceux qui savent pas, la ville de Nancy c'est tout simplement du coup la ville est dans un creux, donc en fait le froid, le vent, t'inquiète pas qu'il fait moins 4, moins 8, moins 10 à Nancy, il fait froid. Bon, un peu comme partout, mais vraiment Nancy en tout cas pour moi c'était vraiment une ville qui faisait hyper froid quoi. Donc j'ai fait Nancy, je suis resté 1 an aussi, j'ai découvert donc j'ai appris de mon métier métallier. Et donc à ce moment-là, si je me trompe pas, on se retrouve en 2022, 2021, non 2022, 2023 je crois, ouais c'est ça. Et ensuite donc j'ai fait Nancy, ensuite j'ai atterri sur Périgueux, qui est à côté de Bordeaux. Je suis resté 1 an aussi, et puis très belle expérience aussi. Donc voilà, franchement c'était des très bonnes expériences, j'ai bien aimé le Tour de France, surtout en plus quand on est jeune de 20 ans, de voyager, de découvrir, ça se durcit aussi mentalement. Donc voilà, pourquoi je suis parti des Compagnons, c'est très simple. J'ai découvert par pur hasard sur les réseaux sociaux le monde du Web3. Alors attention, les gens vont dire scam, machin, etc. C'est pas vrai. Pourquoi? Alors oui, il y a des scams, mais il faut pas voir le Web3 comme du scam. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent la technologie Web3 pour l'utiliser mauvaise escience, c'est-à-dire du scam. Aujourd'hui, le Web3, donc, c'est tout simplement une monnaie décentralisée, tout ce qui est Bitcoin, etc. Et donc, j'ai découvert le Web3 tout simplement sur les réseaux. J'ai approfondi les recherches quand j'ai découvert un peu comment était dirigé dans le monde la monnaie, l'euro, le dollar, etc. Le pouvoir venait du pays, donc etc. Et que Bitcoin tout simplement était décentralisé, aucun avait le pouvoir sur la monnaie Bitcoin tout simplement. Donc voilà, j'ai tout simplement appris dans le Web3, ça m'a plu. Donc j'ai tout simplement, alors j'ai fait quelque chose que peut-être certains le refait et peut-être d'autres pas, mais j'ai quitté, peut-être pas du jour au lendemain, mais j'ai quitté tout simplement peut-être à
quelques semaines près les compagnons au Web3 directement. Pourquoi? Parce que j'ai découvert une passion du Web3 auquel j'aimais bien aussi m'étaler, mais ça avait rien à voir tout simplement. J'ai accroché, et ensuite il y avait aussi ce côté où en fait on aime bien être entrepreneur, c'est-à-dire dans le sens être libre. Moi, ma dernière année à Périgueux, je me sentais sous les ordres d'un patron, etc. C'était quelque chose que j'ai apprécié de moins en moins, et ça se sentait au niveau du boulot. Je préférais être libre, travailler peut-être un peu plus le week-end, le soir, etc. pour développer un projet d'entrepreneur, start-up, etc. ou même entreprise, que de rester au sein d'une entreprise et puis être dirigé par un patron, etc. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté les compagnons, d'une raison par rapport au côté tout simplement patron, que je voulais plus être dirigé par un patron. Et ensuite j'ai découvert le Web3. Donc après, certains de vous auraient pu me dire, d'accord, t'as arrêté les compagnons, mais t'aurais pu très bien créer une entreprise dans la métallerie. Oui, c'est vrai. Mais je l'ai pas fait tout simplement parce que je me suis dissocié au fur et à mesure du temps en découvrant le Web3. Et le Web3, ça m'a ouvert l'esprit vraiment. J'ai découvert le côté finance, donc la monnaie d'échange, le système, etc. Et c'est quelque chose qui m'a plu finalement et que je ne savais pas il y a quelques années. Donc j'ai découvert une nouvelle passion. Ensuite de ça, du coup, je suis parti dans le Web3, donc j'ai découvert les usages. Donc on peut parler de NFT, certification, ensuite on peut parler de la DeFi, Metaverse, ça fait partie du Web3. Plein de sous-sujets qui m'ont plu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai découvert ça il y a quelques années. À cette époque, il n'y avait pas autant de trucs qu'aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas la DeFi, etc. Il n'y avait que des cryptos, des altcoins, shitcoins. Enfin, encore des shitcoins, il n'y avait pas autant qu'aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que franchement, l'écosystème a bien grandi, si je peux dire ça comme ça. Stop. On reprend. Donc je dis tout simplement oui, on pourra tout simplement du coup voir ces étapes-là, parce que c'est vrai que le Web3, ce qui m'a plu entre guillemets, c'est tout simplement ce côté monétaire, le pouvoir, etc. Et donc tout simplement, au fil des mois, je me suis investi sur l'apprentissage Web3, les projets. Il y avait des projets comme Polygon, comme Bitcoin, donc j'analysais chaque projet en détail, etc. Et puis un jour, je me dis, putain, je vois pas mal de startups qui se lancent dans le Web3, etc. Et donc, je me suis dit, moi, c'est peut-être le moment justement où je pourrais créer ma startup dans le domaine du Web3, mais maintenant, on va savoir dans quoi. Et à l'époque, il y avait des projets comme Bored App, bon, c'était des NFT, mais c'était les premiers NFT hyper communautaires, etc., les Bored App. Après, il y a eu Sorare, la startup, mais c'était un peu plus tard, ils ont démarré en 2022, de mémoire, un truc comme ça, 2021-2022. Et donc, quand j'ai vu Sorare, j'ai dit, waouh, Web3 dans le foot, vraiment une expérience communautaire, une solution à une problématique. Et donc j'ai dit, il faut exactement que je m'inspire d'eux et que je fasse un truc. Et donc tout simplement, quelques mois après avoir quitté les compagnons, j'ai découvert, entre guillemets, qu'il y avait une problématique dans le financement du cinéma pour les producteurs indépendants qui veulent trouver un financement. C'était hyper dur et qu'il y avait de plus en plus de projets qui n'arrivaient pas à se faire financer et qui tout simplement ne voyaient pas le jour. Et donc moi j'ai utilisé l'outil Web3 pour essayer de savoir si je pouvais résoudre une problématique. Et donc là j'ai vu une opportunité qui pouvait être intéressante. Donc je suis parti directement dans ça. Et puis au moment où j'ai découvert du coup tout simplement ce milieu-là, parce que c'est pareil, cinéma, et moi je ne connais pas du tout. Plus côté Web3, mais cinéma, j'y connais pas du tout, donc je savais même pas comment ça se passait. Tout simplement, le financement en détail. Je ne savais pas que c'était un producteur qui gérait le financement, tout ça pour dire que je venais vraiment d'en bas. Je ne savais même pas que c'était un producteur qui gérait le financement. Je ne savais pas que le CNC existait. Donc vraiment tout en bas. Mais comme quoi, en fait, quand on est investi et qu'on a l'envie, on peut démarrer de bas et d'ici quelques mois, quelques années, on sera le plus haut, quoi. Donc moi j'ai découvert ça, et ensuite de ça, j'ai tout simplement
discuté avec des cinéastes, des gens qui finançaient des projets. J'ai essayé de comprendre un peu comment je pouvais apporter mon pierre à l'édifice. Donc voilà, donc ça c'était en 2024-23. Et donc tout simplement, j'ai atterri sur cet environnement-là. Et le déclic, c'est que aujourd'hui, très content de l'avoir fait, parce que c'est vrai que aujourd'hui, on peut se dire, bah d'accord, il a quand même quitté le monde de ouvrier à entrepreneur, si on peut dire ça comme ça, et c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Compliqué dans le sens, c'est pas que tout le monde peut le faire, c'est pas ça que je veux dire. C'est compliqué dans le sens, il faut beaucoup t'investir au début. Au début, quand tu passes de ouvrier à start-upper. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas fait études. Il y en a qui sont entrepreneurs. Alors, je sais pas le pourcentage, combien ils ont fait d'études, mais la plupart aujourd'hui, ceux qui se lancent à créer des entreprises, etc., ils font des études e-commerce, je sais pas, par exemple. Donc ils font 3-4 ans, ils apprennent les bases, tout simplement, pour lancer une entreprise. Je donne des exemples. Quand on crée une entreprise, c'est pour résoudre une problématique, c'est pas juste pour se faire plaisir. Il faut discuter avec le marché, savoir un peu leur avis, ce qu'ils attendent, et pas faire notre propre opinion à nous-mêmes, à se dire bon bah d'accord, je vais créer un produit comme ça qui va plaire aux gens. C'est faux. Il faut créer un produit et interagir avec une communauté, ou la créer, échanger pour pouvoir satisfaire la problématique et surtout partir dans la bonne direction. Et donc tout simplement, moi j'ai pas fait d'études, c'est-à-dire je suis passé de ouvrier, donc travailler pour quelqu'un, à créer une entreprise. Au départ, c'était hyper compliqué pour moi, parce que tout simplement, c'est pas le fait que forcément j'ai fait des études, etc. C'est surtout le fait qu'en fait, j'ai dû apprendre énormément sur moi, apprendre sur le mindset, l'entrepreneur, l'écosystème de comment ça se passe pour créer une entreprise. Comme je viens de dire, hein, il y a 2-3 ans, même pas, il y a 2 ans peut-être, je savais même pas enfin, à quoi ça servait le système pour créer une entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais qu'il faut résoudre une problématique, mais quand j'ai démarré il y a 2 ans, je ne savais pas qu'il fallait, quand on crée une entreprise, il fallait résoudre une problématique. Alors c'est peut-être con, vous allez peut-être me dire, tu es con, Hugo, etc. J'en sais rien si je suis con, mais en tout cas, quand tu es ouvrier, tu sais pas comment ça se passe à gérer une entreprise, etc. Donc en tout cas, tout ça pour dire que c'était très compliqué quand tu dois apprendre les bases d'un entrepreneur, de comment on crée une entreprise. Une start-up, c'est le même principe. C'est juste que start-up, c'est plus innovant, et entrepreneur, c'est un modèle existant, entre guillemets. Donc voilà, donc c'est vraiment pas du tout facile, mais tout ce que je peux vous dire, c'est surtout si vous avez un projet ou une histoire ou autre, en tout cas que vous voulez lancer, c'est surtout de s'accrocher et être obsédé. Il faut être obsédé pour réussir, et surtout jamais lâcher. Moi, pendant des années, j'ai pas lâché, alors que pourtant je me suis trompé, énormément trompé. Je vous ai dit, là, comme je ne savais pas qu'il fallait résoudre une problématique, moi j'avais lancé un projet comme ça parce que ça me plaisait, mais non, je partais droit dans le mur. Parce qu'il fallait résoudre une problématique auquel, bon, par rapport à mon projet, les cinéastes avaient une problématique, mais pas créer un produit pour faire beau, parce que les gens vont pas l'utiliser. Donc voilà, prise de risque énorme, parce que je suis quand même parti aussi de ouvrier à pu d'avoir d'argent du jour au lendemain et à lancer un projet, donc c'est aussi une forme assez agressive, mais c'est ce qu'il faut quand t'es déterminé, t'es passionné, t'es obsédé. Il faut passer par ces voies-là. Alors, je ne vous demande pas de faire exactement pareil que moi, hein, mais chacun a son parcours différent. Mais en tout cas, moi, j'ai fait un saut si on peut dire, de A à U, quoi, pour montrer vraiment la proportion, quoi. Donc voilà. Le bilan honnête de 2025, c'est très simple. Il y a eu beaucoup d'échecs. Ça, de toute façon, je vais pas vous mentir. De toute façon, on sait tous que quand tu démarres, tu as beaucoup d'échecs après de réussites. Donc mes premiers échecs, je vais en parler de 3 importants. Ça va être l'incubateur. Quand j'ai lancé mon projet de financement avec des outils Web3, donc c'est un peu comme une plateforme de crowdfunding, je voulais me faire aider, parce que je sais qu'aujourd'hui, si tu veux réussir à lancer un projet, il faut que tu t'entoures des meilleurs, aussi bien dans le réseau, aussi bien dans l'accompagnement. Sinon, tout seul, tu vas réussir, mais tu vas mettre 10 fois plus de temps. C'est-à-dire qu'au lieu
de réussir à faire, je sais pas, des chiffres d'affaires en 2 mois. Si tu te mets à faire tout seul ton projet, tu le feras peut-être en peut-être 8 mois ou 1 an, parce que forcément tu vas faire des erreurs et ton coach, etc., ta startup manager, entre guillemets, t'auras pas conseillé avant. Parce que eux, ils ont vécu, ils ont des expériences plus que toi. Donc moi, j'ai eu l'idée tout simplement de rejoindre un incubateur Station F. Je pense que tout le monde connaît. Station F, c'est une des plus grands incubateurs, aussi bien dans le monde qu'en France, qui est dirigé, excusez-moi, par Xavier Niel. Ils reçoivent quand même plus de 2 ou 3 000 candidatures. Ils en prennent que peut-être 3-4, si je ne me trompe pas, par tous les trimestres. Tous les trimestres, même pas, je vous dis des conneries, il y a 2 ouvertures par an, c'est septembre et le premier ça doit être mars-avril. Ce sont les incubateurs, c'est toujours en début d'année, toujours entre février et avril, et puis ensuite fin d'année, un peu moins, mais ils ouvrent. Tout ça pour dire, j'ai pas été pris, alors vous allez me dire c'est rien, etc. Mais ça fait chier parce que malheureusement, enfin ça fait chier, c'est pas ça que je veux dire, c'est que tout simplement c'est dommage parce que tu sais, tu te donnes les moyens pour réussir, mais bon, tu apprends. Le but des échecs, c'est que tu arrives à comprendre. Donc maintenant, j'ai plus ce mindset. On se dira, tu vas déprimer, machin, parce que t'as pas été pris. Bon, c'est rien. Tu comprends pourquoi t'as pas été pris et tu retestes autre part. Et comme ça, tu es sûr justement de pas faire la même erreur. Donc moi, j'ai pas été pris directement à Station F. En plus, il y a un questionnaire, un formulaire de, sans mentir, peut-être 20, peut-être, ouais, même pas, ouais, si, il y a 20 pages où tu dois remplir par rapport à ton projet, envoyer un pitch deck, ton business plan, tes éléments financiers. Oui, c'est pas juste, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas juste postuler comme ça, il faut faire une vidéo de présentation, il faut envoyer des pitch decks, des business plans, des éléments financiers. Donc c'est assez costaud. Mais quand tu te lances dedans, c'est que tu as envie. Et il y en a, tout le monde, une bonne partie d'entrepreneurs le font. Donc c'est pas aussi compliqué. Mais je veux dire, quand on découvre comment se passe pour rentrer dans un incubateur, au début on est choqué. Quand tu dois remplir 20 formulaires, tu te dis ah ouais d'accord, c'est costaud quand même. Je pensais pas qu'il fallait arriver là pour essayer en tout cas de rentrer dedans. Donc ensuite de ça, tout simplement j'avais fait d'autres incubateurs par la suite et qui ont réussi. Ensuite, mon deuxième plus gros échec, donc en dehors de l'incubateur du premier de Station F, ça a été un client américain qui est venu vers nous. Je l'ai connu à un événement cinéma à Paris, pour être franc. Et puis tout simplement, au moment de l'échange avec lui, enfin en tout cas on s'est parlé, etc., il voulait lancer un projet. Et en fait, comme nous on était dans un moment où en fait notre plateforme n'était pas encore créée, où elle commençait à donner du concret, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand tu lances un projet, tu as une idée et ensuite tu passes au développement, test, etc. Et donc nous on était en train de créer le POC entre guillemets, et en fait on n'était pas prêt. Et le problème, c'est forcément l'échec, c'est qu'en fait le client, on lui a dit on revient vers toi dans 6 mois, ou dans peut-être 3-4 mois, je ne sais plus exactement. Je crois que c'était, sans mentir, 3 mois. 3 mois, c'est ça. Et puis ensuite, on n'a pas eu de news. Et puis après, il est revenu vers nous, et ça s'est pas fait. Donc tout ça pour dire, l'échec, c'est qu'en fait, ce que j'aurais dû faire, mais il faut faire les échecs pour comprendre, c'est que tout simplement, il faut discuter avec le client, ou alors essayer de faire un minimum test ou un minimum site rapidement pour tout simplement tester avec un projet. D'où c'est pareil, on a eu le problème des 90% des entrepreneurs qui ont fait ça. Quand tu développes un site, tu veux toujours développer plus, mais il faut que tu développes le minimum pour tester, et ensuite tu pourras mettre des fonctionnalités plus tard. Mais il vaut mieux avoir un client, avoir une plateforme limite et tester, savoir si ça marche, que de tester avec des fonctionnalités, mais en fait de ne pas avoir de projet derrière au moment voulu. Donc on a perdu un client américain, sachant qu'en plus c'est hyper important. Alors, donc voici un peu l'erreur la deuxième erreur. C'est pareil pour l'incubateur. Pour revenir à ça, l'incubateur, ce qui a fait qu'on a peut-être échoué, c'est que
on n'avait pas de connaissances déjà pour rentrer dans les stations F, peut-être 30, même plus. 60% de mémoire, c'est que du réseau, c'est-à-dire que ceux qui rentrent dedans, ils ont des connaissances, mais après, ceux qui réussissent, ils ont déjà un chiffre d'affaires, une bonne entreprise qui tourne avec des employés et une bonne traction et qui montre que sur les formulaires à remplir, que tout est vert, entre guillemets. Donc le réseau, plus un projet hyper solide en termes de chiffre d'affaires, de traction et en mode tendance aussi, ça marche. Par exemple, aujourd'hui, l'IA, beaucoup de startups sont rentrés dans des incubateurs parce que l'IA c'était une tendance, etc. Il y a des projets solides. Donc voilà. Ensuite, du coup, par rapport à la dernière erreur, tout simplement, ça a été une subvention ratée de 30 codes FPI. Très simple. Pourquoi on a échoué? Différentes raisons. Déjà, on s'était fait accompagner. On avait passé, franchement, pour s'en mentir, et ça nous a mangé, enfin ça m'a mangé en tout cas, j'ai passé 3 mois. 3 mois sans mentir, donc c'était en plus pendant l'été. Pourquoi 3 mois? C'est très simple, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, quand on fait une demande de subvention, donc de 30, là, pour FPI, c'était 30 000 euros. Et d'autres, c'est 15, d'autres 20. Et donc, en fait, on avait fait de la demande, donc on était, comment dire, on était, enfin, en tout cas, on pouvait accéder à cette subvention parce que, bien sûr, il faut faire la demande. Parfois, il ne faut pas juste avoir son projet et aller voir la subvention. Les subventions ont des critères, innovation, thématique culture, etc. Donc, il faut que tu rentres dans leur branche. Ensuite, dès qu'ils disent, bon, bah, d'accord, vous pouvez adhérer à la subvention, bah ensuite, là, du coup, c'est là où tout commence. Mais vous pouvez être très bien refusé dès le départ parce que vous ne correspondez pas à ce que eux souhaitent donner comme subvention à vous. C'est pas du tout leur critère. Donc nous, on a commencé, on était éligible, voilà un peu le terme, éligible à cette subvention FPI à Paris. Et donc on a tout simplement fait les démarches. En fait, on s'est rendu compte au moment de faire les démarches, peut-être 2 à 3 semaines, qu'il fallait 15 000 euros en fait pour démarrer, enfin pour avoir la subvention FPI. Donc en fait, c'est comme un exemple. Aujourd'hui, si on achète un bien immobilier, il faut mettre 5 000 euros d'apport ou 3 000 euros d'apport. Par exemple, bah là c'est le même principe, c'est-à-dire aujourd'hui pour une subvention de 30 000 euros, tu dois mettre 15 000 euros sur ton compte au départ pour tout simplement avoir les 30 000 euros. En fait, nous on les avait pas du tout, c'est-à-dire qu'on avait une somme mais on n'avait pas les 15 000. Et du coup, la seule solution c'était de demander des prêts d'honneur, passer par des banques. Et sans mentir, bah voilà, ça a été une période hyper noire et hyper compliquée. Franchement, sur le moment voulu, c'est pas facile. On avait c'est qu'on avait lancé 7 relations avec des prêts d'honneur, des banques, etc. 7 refus. Et finalement, pour expliquer, c'est ma banque qui a pu m'envoyer la somme qui manquait des 15 000 euros par au total et demander la subvention. Mais en tout cas, tout ça pour dire que la subvention, malgré qu'on ait passé 3 mois, enfin du coup 3 mois oui, parce que du coup on a dû démarcher 7 entités de prêts d'honneur. Donc quand je dis 7, c'est les contacter, remplir leur formulaire, avoir des rendez-vous, étudier la possibilité. Ensuite tu dois pitcher ton projet devant eux. Ensuite ils te font un retour s'ils sélectionnent sur un deuxième pitch. Et en fait, moi en tout cas j'avais été refusé sur le premier pitch, ils m'avaient refusé, etc. Et donc ça n'a pas marché. Donc j'ai fait d'autres prêts d'honneur. En fait, à chaque fois, c'est le même cycle. Donc le temps qu'on perd, on en a fait 7. Donc en 2-3 mois. Donc c'est pour dire qu'on n'a pas arrêté. On faisait que ça de remplir des documents, à se présenter, à pitch, etc. Et à la fin, on avait réussi à passer... à la fin, bon, au final, il y en a plein. Après, il y en avait d'autres aussi. C'est vrai que des prêts d'honneur, ils ne donnaient pas de l'argent. Et on en est tombé sur 2 ou 3. Ils ne donnaient pas d'argent à nos projets. C'est-à-dire, en fait, ils ont des critères en mode, nous, on ne donne pas de prêt d'honneur aux banques ou aux institutions financières, donc plateformes de financement participatif, les banques, les agences IMO, etc. En fait, bah, nous, on faisait partie du lot. Donc, ça voulait dire tout simplement qu'on n'avait pas le droit là-dessus. La subvention, on n'avait pas le droit directement, excusez-moi, à ce prêt d'honneur de 15 000 euros. Donc voilà, et puis ensuite il y en avait peut-être encore une ou deux pour expliquer un peu les 7 pourquoi on n'avait pas été pris. Il y en avait une ou deux où directement en fait notre projet était trop innovant et l'autre agence,
l'autre pré-donneur, entité, nous disait, en fait, vous n'êtes pas assez innovant. Donc, en fait, il y avait, en fait, ça dépend sur qui vous tombez au sein des pré-donneurs, c'est-à-dire les salariés, etc. En fait, ça joue énormément, on se rend pas compte, mais si vous tombez sur un salarié qui s'y connaît ou alors qui s'y connaît pas, bah voilà, comme par exemple de mon côté, je suis passé par 2 entités de preneurs complètement différents, et l'autre il me disait, votre projet est trop innovant, donc ça va pas. L'autre il me disait, c'est pas assez innovant, donc ça va pas. Et donc ils nous ont refusé. Et donc voilà, donc on a quand même fini bien, tant que mal, d'avoir le prêt d'environ 15 000 euros, parce qu'on avait un peu d'argent sur le compte pour pas suffisamment pour arriver à 15 000. Mais voilà, et puis ensuite, en fait, dès qu'on a fait la demande, parce qu'en fait, il faut avoir les 15 000 euros pour déposer son dossier au sein du FPI. Et donc, en fait, on ne pouvait pas déposer le dossier pour que FPI valide tant qu'on n'a pas les 15 000. Donc, c'est pour ça qu'on a dû attendre énormément de temps. Et c'est pour ça que forcément on a passé 2-3 mois, parce que si on n'avait pas les pré-donneurs, on pouvait dire au revoir au FPI. Et finalement, bah, c'est-à-dire qu'on a passé 3-4 mois pas pour rien, parce qu'on a appris énormément, mais on n'a pas eu la subvention FPI, parce qu'on a fait la demande en septembre, et c'est vrai qu'en fait les FPI, si vous voulez, ils distribuent de l'argent, en fait ils ont un budget sur l'année en disant, bah d'accord, on a peut-être, je sais pas, j'ai un exemple, je ne sais pas, peut-être 200 000 euros à donner sur l'année, et ben on en donne peut-être à 10 startups, je sais pas, par exemple sur l'année. Et en fait, si en septembre ils sont déjà à 9, c'est en fait qu'il faut qu'ils choisissent hyper bien un dernier projet sur la fin d'année. Donc en fait, forcément, si tu demandes une subvention en début d'année ou en milieu d'année, ça passe. Mais plus tu arrives sur la fin d'année, plus c'est risqué, parce qu'en fait, on ne sait pas si eux, ils ont réussi à gérer leur budget, ou s'ils sont pas... ils n'ont pas trop donné de budget au début d'année à peut-être 5 startups, et à la fin du coup tu te retrouves avec un budget serré parce qu'il te reste plus une ou deux startups que tu dois sélectionner. Donc voilà, en fait au final on l'a pas eu, et d'ailleurs on n'a pas eu tout simplement parce qu'on ne correspondait pas, enfin c'était pas assez avancé, ils demandaient des critères plus élevés, etc. Donc après le côté innovant aussi Web3, ça leur plaisait pas trop non plus. Donc il y a ça qui a joué aussi, et donc ça fait que ça n'a pas marché. Donc voilà un peu les échecs. Les 3 principaux, bien sûr, je ne vais pas faire la liste de tous les échecs. Mais forcément, j'ai énormément appris grâce à ça, mais vous vous rendez compte, quand on perd 2-3 mois pour une subvention, t'es pas bien, parce que pendant 3 mois, tu peux faire la création de contenu, tu peux gérer des partenariats, tu peux gérer à ramener des stagiaires, tu peux faire énormément de choses en 3 mois. Et c'est vrai, c'est énorme. Mais bon, c'est comme ça. La prochaine fois, vous voyez, il vaut mieux peut-être, c'est ce qu'on se disait l'autre fois, on se dit toujours, si on fait faire par quelqu'un, il faut le payer, je préfère le faire moi-même. Bon, en fait, là, moi, quand j'ai passé 2-3 mois, j'aurais peut-être mieux fait de contacter une entreprise ou une entité qui s'occupe de trouver mon financement et qui prenne une commission. Je préfère perdre une commission et qui me ramène de l'argent peut-être en 3 semaines ou en 1 mois, que d'avoir perdu 3 mois auxquels j'aurais peut-être pu avoir des nouveaux partenariats, des nouveaux porteurs de projets, des nouveaux clients, enfin voilà. Donc tout ça pour dire que c'est hyper important. Ensuite, on va passer à l'étape tout simplement les réussites. Donc les réussites, c'est très simple, malgré les échecs, il y a quand même des réussites, pas heureusement, parce que sinon ce serait dur mentalement à s'en remettre et aussi à avancer, parce qu'il faut quand même un peu de réussite par palier pour quand même continuer à se dire il y a de l'espoir. On a été incubé, on est passé par 2 incubateurs, alors c'est compliqué de dire 2 incubateurs parce qu'on y est encore, mais on était passé par l'incubateur Euratech, bon à Lille, je donne le nom, Euratech à Lille, très bon incubateur, mais en fait on est rentré en pré-incubation. Dire pré-incubation, c'est-à-dire en fait que enfin, il y a différents incubateurs où c'est complètement différent, je vais y revenir après. Incubateur de Euratech, eux, comment ils fonctionnent, c'est très simple, c'est que tu candidates comme Station F, formulaire, etc. Ensuite, ils sélectionnent ou ils te refusent. Nous, on a été sélectionnés. Donc, nous, on est arrivé en mars. Et en fait, tu as 3 mois d'accompagnement avec eux. On peut dire ça gratuitement parce que c'est gratuit, tu payes rien. Et en fait, pendant 3 mois, ils vont donner tous les outils, tous les accompagnements pour permettre, du coup, dès que tu arrives avec ton projet, de prendre la bonne direction. Tout à l'heure, on disait, quand on démarre dans un projet d'entrepreneuriat, on ne sait pas justement les décisions qu'on doit prendre, qu'est-ce qu'on doit faire, parce que j'ai jamais créé une entreprise. Et bien justement, le but de la pré-incubation d'Euratech, c'était, ils te donnent les outils pour réussir pendant 3 mois, donc tu avais
t'avais des formations, t'avais des intervenants, etc., des experts, etc. Et en fait, tu devais utiliser toutes ces formations, coaching, etc., pour le mettre sur ton projet. Et en fait, comme ça, au bout des 3 mois, tu devais pitcher ton projet. Et en fait, comme ça, le jury savait si ton projet était viable, était fiable et était pertinent sur la réalité du marché. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de startups, quand tu lances, il y a une différence entre tout simplement la réalité et l'idée. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils mettent tout simplement 3 mois d'accompagnement pour passer de l'idée à la réalité et savoir au moment du pitch s'il faut qu'on accompagne cet entrepreneur parce que son projet a déjà de l'attraction, est pertinent et qu'il ne tourne pas un projet dans le vide. Donc voilà, donc à ce moment-là, du coup, nous on avait candidaté à Euratech en mars, on avait aussi candidaté dans un autre incubateur à Paris, Paris Co. Et par tout hasard, en fait, on avait donc en fait, Paris Co, pour expliquer, c'est notre incubateur à Paris qui est assez connu, important, même très beau incubateur aussi. Les deux sont de très beaux incubateurs. Et en fait, Paris Co, on avait postulé en même temps que Euratech en mars. En fait, eux, Paris Co, c'est que ils donnaient seulement une réponse, c'était sélectionné. Peut-être, je crois que c'était, si je me trompe pas, mars, avril, c'était 2 mois après. C'est-à-dire que nous, on avait postulé au début, donc le